Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on entame une exploration au cœur d'un document qui propose un pont intellectuel vraiment inattendu. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En fait, c'est une analyse qui parvient à lier la cosmologie pure et dure, la physique quantique quoi, à notre psychologie la plus intime. Et quotidienne, Un grand écart assez vertigineux sur le papier. totalement. Et le but de notre plongée dans ces pages aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer la mécanique de notre propre perception, de comprendre comment on interagit avec le monde qui nous entoure. Et l'auteur ne prend pas de gants, hein. Ah non, pas du tout. Il lance cette analyse avec une accroche très directe, je vous la cite au mot près. Avez-vous au moins ce point commun avec Einstein? C'est c'est une excellente façon d'ouvrir le débat. Ça capte l'attention, oui. Parce que ça nous place d'emblée face à un miroir. Mais avant de plonger dans le cas spécifique d'Einstein, le texte nous impose de poser une base philosophique fondamentale. Oui, il faut définir les termes du débat. Exactement. L'auteur structure toute sa pensée autour d'une distinction cruciale entre deux concepts. La réalité absolue et la réalité relative. C'est indispensable de bien saisir cette nuance, en effet. C'est le socle de tout le reste. La réalité absolue, c'est le monde tel qu'il est indépendamment de nous. C'est l'univers dans sa vérité brute, factuelle, non filtrée. Donc une pomme qui tombe, une planète qui tourne. Une goutte de pluie, voilà, l'effet. Face à ça, on a la réalité relative. Et ça, c'est le monde tel qu'il nous apparaît, à nous, humains. Et cette réalité relative, du coup, elle est forcément déformée. Ah bah, complètement. Si je comprends bien la thèse du document, l'auteur insiste sur le fait qu'entre la réalité absolue et ce qu'on en perçoit, il y a des filtres massifs. C'est ça. Le premier filtre est purement biologique. Ce sont nos cinq sens. Ils sont par nature limités. Nos yeux ne voient pas les infrarouges, nos oreilles n'entendent pas les ultrasons. Donc, de base, on capte qu'une fraction infime du réel. Voilà. Mais le texte s'attarde surtout sur le second filtre, qui est psychologique. Nos idées préconçues? Nos croyances, notre éducation. C'est ce filtre-là qui déforme le plus la réalité absolue, pour la transformer en une réalité relative qui nous soit confortable. Ce qui nous amène à une réflexion très intéressante de l'auteur sur un mot qu'on emploie vraiment tous les jours, le mot normalité. Ah oui, le fameux «c'est normal». Idée de ce qui est normal ou pas, mais le document pointe une ironie assez mordante là-dessus. En toute logique, la normalité devrait simplement être définie comme la réalité de ce qui est, L'état naturel des choses. sans aucun jugement de valeur. Mais en pratique, on redéfinit ce concept pour qu'il devienne, et je cite, l'idée, la réalité que l'on daigne accepter. C'est très fort comme formulation. En gros, on décrète que ce qui est normal, c'est ce qui rentre dans nos cases, ce qui nous arrange, nous. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'accroche prend tout son sens. On pourrait facilement se dire que cette tendance à tordre la réalité pour la faire rentrer dans nos petites boîtes, c'est un défaut propre aux esprits non scientifiques. Un manque de recul, quoi. Ou un manque d'éducation, oui. On pourrait croire qu'un intellect supérieur, armé d'une rationalité hors norme, serait totalement immunisé contre ce biais psychologique. Et c'est exactement ce que l'auteur vient de déconstruire. Absolument. Il nous démontre que même les plus grands génies de l'histoire de l'humanité, des esprits capables de conceptualiser des dimensions imperceptibles, ils tombent les deux pieds en avant dans ce piège du déni de réalité. Bon, décortiquons ça. Parce que l'anecdote centrale du texte illustre vraiment parfaitement ce mécanisme. La fameuse histoire d'Einstein. On remonte le temps, nous sommes en 1917, Albert Einstein est en train de travailler sur ses équations de la relativité générale. Il est au sommet de son art. Ces mathématiques sont d'une élégance et d'une précision absolue. Et ses propres calculs, qu'il vient tout juste de formaliser, lui révèlent une réalité absolue jusqu'alors totalement inconnue. L'univers n'est pas statique. Il est en expansion continue. L'espace lui-même s'étire. À cette époque précise, faut bien se rendre compte que c'est une hérésie scientifique. Personne n'a jamais envisagé ça. Et c'est ici que se noue un drame intellectuel fascinant. Face à cette équation parfaite, qui lui livre une vérité implacable sur la nature de l'univers, Einstein va subir un véritable choc. Un choc idéologique même. Le texte détaille comment ses propres convictions spirituelles et philosophiques sont entrées en collision frontale avec ses mathématiques. C'est fou quand on y pense. Dans le système de pensée d'Einstein, qui était très influencé par les dogmes philosophiques de son époque, l'univers se devait d'être parfait. Or, la perfection, à l'époque, Ça implique l'immuabilité. Un univers parfait doit être fixe, stable, éternellement identique à lui-même. donc l'idée même qu'il puisse bouger, qu'il puisse changer de taille, s'étendre, ça sous-entendait une forme d'imperfection. Ou d'instabilité. Voir cette expansion apparaître noir sur blanc dans ses propres équations a été pour lui une désillusion totale. Attends, si je comprends bien l'argument de l'auteur ici, face à des preuves mathématiques irréfutables qu'il a lui-même découvertes, Einstein a préféré rejeter les faits plutôt que de remettre en question sa croyance personnelle en un univers statique. C'est tout le paradoxe de cette histoire. Au lieu de s'incliner devant la réalité absolue que lui offrait la science, il a choisi de s'accrocher à sa réalité relative. Il a refusé d'accepter ce qui est. Exactement. Et la méthode qu'il a utilisée pour résoudre ce conflit interne est incroyable. Le document décrit ça avec une pointe d'humour, comme une forme de bidouille mathématique. C'est
littéralement ça. Pour forcer la réalité à se conformer à son idéologie, Einstein a ajouté une composante complètement artificielle à son équation, La fameuse constante cosmologique. qu'il a inventée de toutes pièces. C'est une valeur qu'il a insérée avec un seul et unique objectif: créer une force de répulsion mathématique qui viendrait annuler l'expansion. Pour que le résultat final donne un univers parfaitement immobile. Il a trafiqué la réalité absolue pour que le cosmos redevienne normal. Mais comme le souligne habilement la source, normal par rapport à quoi? Normal uniquement par rapport aux attentes subjectives d'Albert Einstein. Et c'est là que l'histoire prend une tournure qui relève presque de la tragédie grecque, en fait. Ah oui, l'ironie de l'histoire est cruelle. Des années plus tard, face aux observations astronomiques qui prouvaient indéniablement l'expansion de l'univers, Einstein a bien dû se rendre à l'évidence. Il a fini par retirer cette constante de ses équations. En avouant que cette tentative de plier la réalité à ses croyances fut, selon ses propres mots, la plus grande erreur de sa carrière. Mais le texte nous entraîne encore plus loin dans le vertige. Bien après le décès d'Einstein, Oui, la cosmologie moderne a fait de nouvelles découvertes majeures. Les astrophysiciens contemporains ont réalisé que l'expansion de l'univers n'est pas seulement constante, elle s'accélère. et pour expliquer cette accélération, ils ont dû théoriser l'existence d'une énergie mystérieuse. L'énergie noire. C'est quand même paradoxal quand on y pense. Cette fameuse énergie noire, qui agit comme une force de répulsion à l'échelle cosmique, elle correspond mathématiquement et avec une précision glaçante à cette même constante cosmologique qu'Einstein avait inventée puis reniée. Einstein est mort sans jamais savoir que ce qu'il considérait comme sa pire erreur, dictée par un déni de la réalité, dissimulait en fait l'une des plus grandes découvertes de la physique moderne. S'il avait accepté la réalité de son équation initiale au lieu de lutter contre elle, il aurait potentiellement prédit l'existence de l'énergie noire des décennies avant tout le monde. C'est une leçon d'humilité vertigineuse. Et la conclusion que l'auteur en tire est essentielle pour comprendre la psychologie humaine. L'intelligence ne protège pas contre ça. Aucune corrélation avec le quotient intellectuel. L'esprit le plus brillant de son époque a été mis en échec par son propre formatage idéologique. Forcer la réalité à correspondre à nos croyances est un réflexe humain universel. Tenter de faire plier l'univers absolu aux exigences de notre confort mental, c'est inhérent à notre condition. Ça prouve que face à une vérité qui dérange, l'idéologie aura presque toujours le pas sur la raison pure. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. Parce que ce mécanisme de défense, l'auteur ne l'utilise pas juste pour faire de l'histoire des sciences. Non, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour aborder notre propre condition au quotidien. Au final, on n'a peut-être pas les équations d'Einstein sur notre bureau, mais on a tous notre constante cosmologique intérieure. Tout le monde bidouille sa réalité. Le texte nous invite à observer nos comportements les plus banaux. Il prend des exemples du quotidien qui semblent tellement insignifiants qu'on n'y prête plus attention. Le miroir tendu est assez sévère. Imaginons un matin où tout va de travers. On rate un train ou bien il se met à pleuvoir des cordes alors qu'on avait prévu un pique-nique. Quelle est la première réaction, presque instinctive, qui sort de notre bouche face à une contrariété? Ah ben on lâche un « Oh non, c'est pas vrai !» Ou un « Mais c'est pas possible ça !» Et si on s'arrête un instant, comme le propose le document, pour analyser le sens littéral de ces exclamations, on touche au cœur de l'absurdité humaine. C'est un déni pur et simple. Face à un train qui ferme ses portes ou à de l'eau qui tombe du ciel, s'écrier « c'est pas vrai » est un non-sens absolu. Si l'événement est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est que c'est, par définition, une vérité absolue. Dire « c'est pas possible face à un fait accompli », c'est nier l'évidence de la physique la plus basique. Ces petites phrases, qui ont l'air de simples tics de langage, sont en réalité les symptômes d'une pathologie psychologique profonde. Notre incapacité chronique à accepter la réalité telle qu'elle se présente à l'instant T. Et d'après l'analyse de l'auteur, ce déni permanent est loin d'être inoffensif. C'est même le cœur du problème, la source de toute souffrance. Absolument, toute notre souffrance psychologique découle de cette résistance. Ce n'est pas la pluie qui fait souffrir. C'est le fait d'exiger qu'il fasse beau, alors qu'il pleut. Ce n'est pas la réalité absolue qui est douloureuse, c'est le frottement intense, la friction perpétuelle entre ce qui est concrètement en train d'arriver et notre refus obstiné de l'accepter. Sans cette résistance interne, la douleur émotionnelle n'aurait pas de prise. Pour désamorcer cette mécanique, le document se tourne vers la philosophie orientale. Plus particulièrement vers le concept taoïste du wu-wei. Qu'on traduit souvent par le lâcher-prise en Occident. De manière un peu réductrice, oui. Le non-agir. Mais l'auteur précise bien que le wu-wei ne signifie pas se transformer en légume et subir passivement l'existence. Heureusement. C'est plutôt l'art de laisser la réalité se déployer sans essayer de la tordre ou de la forcer. C'est accepter le courant du fleuve plutôt que de s'épuiser à nager à contre-courant ou de vouloir construire un barrage à main nue. C'est accueillir ce qui est, tout simplement. Sauf que, et le texte le nuance immédiatement, cette sagesse du wu-wei est extrêmement difficile à appliquer. Dans la vie moderne, c'est une lutte de tous les instants.
Sur le papier, se laisser porter, ça paraît simple. Mais depuis l'enfance, l'entièreté de notre conditionnement social, de la maternelle jusqu'au monde de l'entreprise, nous enseigne exactement l'inverse. Il faut lutter pour y arriver. On grandit avec ce mythe qu'il faut se battre contre les éléments. On valorise celui qui force le destin, qui plie son environnement à sa volonté. On est formaté pour tordre les faits, remplacer ce qui est par ce qu'on voudrait qu'il soit. Et le coût psychologique de ce conditionnement à la lutte est exorbitant. Pour l'illustrer, l'auteur emploie une métaphore très parlante, celle du grand écart mental. J'adore cette image. Elle est visuelle. Imaginons notre esprit avec un pied posé sur la réalité absolue, têtue, immuable, et l'autre pied posé sur nos désirs, nos projections de ce que devrait être cette réalité. Plus on s'obstine à vouloir que le monde corresponde à nos fantasmes, plus le réel, lui, continue son chemin indifférent. L'écart entre les deux s'élargit. Ce grand écart mental crée une tension insoutenable, une déchirure psychologique qui est la source de nos angoisses, de nos dépressions. Et si on maintient cette position trop longtemps, cet espace vide se transforme, et là je reprends les termes très sombres du texte, en un véritable charnier où viennent pourrir nos désillusions. L'image est brutale, c'est sûr. Mais elle traduit bien la violence de ce qu'on s'inflige à soi-même. Cependant, l'exploration de cette dynamique ne s'arrête pas à la sphère intime. Le document opère un zoom arrière magistral pour nous montrer l'effet papillon de ce déni, les conséquences à grande échelle. Si on reprend le cas d'Einstein, son déni en 1917 n'a pas seulement causé un tourment personnel. Il a bloqué la progression de l'astrophysique globale. C'est le retard planétaire dont parle l'auteur. Il a fallu attendre 1929, soit 12 années entières, pour que le scientifique Edwin Hubble, qui observait le ciel sans les œillères idéologiques d'Einstein, parvienne à authentifier l'expansion du cosmos. 12 ans de perdu pour la science. C'est vertigineux, et pour faire comprendre l'impact colossal d'un seul blocage individuel sur la collectivité, le texte propose l'analogie de l'autoroute. L'embouteillage fantôme, c'est un phénomène très connu en dynamique des fluides. Imaginons une autoroute fluide, tout le monde roule à vitesse constante. D'accord ? Soudain, un seul conducteur freine pendant, disons, 3 secondes. Peut-être parce qu'il a cru voir quelque chose, ou parce qu'il n'accepte pas la vitesse du flot. La voiture derrière lui va être surprise. Elle va freiner pendant 4 secondes. Celle d'encore derrière pendant 5. Très vite, par effet d'onde de choc, une simple hésitation de 3 secondes à l'avant génère un arrêt total et un embouteillage de plusieurs kilomètres à l'arrière. Qui mettra des heures à se résorber. Exactement. De la même manière qu'une voiture arrêtée crée un chaos, le blocage d'Einstein a retardé la science tout entière. Le blocage idéologique d'Einstein, c'est ce petit coup de frein initial. Et le propos de l'auteur, c'est de souligner que cette responsabilité est partagée. Ça touche tous les domaines. Scientifique, économique, politique. Si un seul génie peut ralentir la science de 12 ans, imaginez l'effet combiné des milliards de petits dénis quotidiens de l'ensemble de la population. L'auteur avance l'idée que ces embouteillages systémiques causent des siècles de retard pour l'évolution de l'humanité. Ce qui amène vers un changement de paradigme fascinant. Le texte déconstruit totalement le mythe de l'impuissance individuelle. L'idée faussement répandue qu'une personne seule ne peut pas changer le monde. Face aux grands défis, on entend souvent « mon action individuelle ne changera rien ». Mais si le monde absolu n'est que la somme de ses individualités, alors chacun a un rôle majeur à jouer. Et c'est là que l'auteur aborde le point de vue sur le bien-être personnel. Il affirme fermement que œuvrer pour son propre bien-être en acceptant la réalité, ce n'est pas égoïste. C'est aider le monde. Voilà. Alors, il faut préciser ici, pour maintenir une stricte neutralité sur le sujet, que l'auteur critique au passage les principales religions qui condamnent ce qu'il appelle les péchés de plaisir. Oui, on ne fait que rapporter scrupuleusement sa perspective philosophique ici, sans prendre parti. Mais c'est intéressant de voir comment il utilise cet argument pour retourner le concept de faute morale. C'est la provocation finale du texte. Selon lui, s'il y avait un véritable péché, une erreur fondamentale contre la vie, ce ne serait pas de rechercher la joie. Ce serait de fermer volontairement les yeux face à l'évidence. Ce serait d'agir constamment en dépit de l'évidence absolue que ce qui est T. La véritable tragédie résiderait dans notre entêtement à combattre le réel plutôt qu'à composer avec. Et ça débouche sur une note d'espoir immense, une utopie accessible. Une promesse radicale. Si l'humanité arrêtait de mettre au placard des temps entiers de la réalité au nom de ses idéologies, un bouleversement total et instantané se produirait. Pour le meilleur de tous les êtres vivants, si on arrêtait de lutter contre l'évidence, on libérait instantanément toute cette énergie gaspillée dans le déni. Alors que signifie tout cela au fond ? En synthèse, nous avons tous une constante cosmologique intérieure. Nous trichons tous avec la réalité pour qu'elle corresponde à nos attentes. Causant nos propres souffrances. Et ralentissant potentiellement le progrès de tous. La clé de la sérénité réside dans l'acceptation pure et simple des faits. Ne plus s'exclamer « c'est pas possible » face à l'évidence. Cela soulève d'ailleurs une question vertigineuse, une réflexion finale pour prolonger tout ça. Si l'esprit scientifique le plus brillant du XXe siècle,
a accidentellement décrit l'énergie qui compose la majorité de notre univers, alors même qu'il essayait de cacher une vérité qui le dérange? L'énergie noire. Quelle vérité massive, quelles opportunités ou énergies nouvelles pourrions-nous découvrir dans nos propres vies, si seulement nous arrêtions de lutter contre les réalités inconfortables que nous refusons de voir aujourd'hui? C'est une pensée fantastique sur laquelle nous allons clore cette analyse. Merci infiniment pour cet échange passionnant. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine plongée au cœur des documents et de la connaissance. Gardez l'esprit ouvert